présente, je m'appelle Vanessa Balestra, je suis atteinte de multipathologies, de maladies de Verneuil, de maladies de Crohn, de spondylarthrite ankylosante. Et je suis aussi ambassadrice d'une association qui s'appelle Réseau Verneuil, Réseau Dermatologie, qui aujourd'hui est un réseau de médecine collaborative ayant pour objet la santé publique, l'aide aux patients, la prise en charge et surtout la qualité des soins afin que ça colle au plus près des médecins et surtout des malades. Aujourd'hui, Réseau Dermatologie compte un peu plus de 1000 dermatologues en France et dans les dom-tom qui se spécialisent donc dans la maladie de Verneuil, dans les dans les autres maladies dermatologiques telles que la dermatite atopique, vous avez aussi le psoriasis et d'autres pathologies. Notre ambition aujourd'hui, elle est d'offrir à des malades un diagnostic au plus près et au plus rapide surtout, afin de promouvoir aussi une médecine personnalisée pour les personnes souffrant de toutes les maladies inflammatoires de la peau. Et on s'est donné clairement 4 missions aujourd'hui. C'est la formation des professionnels de santé au sein des universités, au sein d'hôpitaux aussi, où vous avez des conférences tout au long de l'année. On a aussi l'accompagnement de patients, alors directement de mon côté, puisqu'en fait je m'occupe de tout ce qui est la partie Verneuil, donc j'accompagne les patients dans leur quotidien et dans leur démarche médicale ou administrative d'ailleurs. On s'occupe aussi de tout ce qui est recherche, donc on continue les recherches, on aide les laboratoires à avancer dans les nouveaux traitements qui arrivent bientôt, on espère en tout cas, pour améliorer la qualité des patients enfin au quotidien. Et aujourd'hui, on sensibilise aussi bien lors de congrès comme celui-ci ou auprès directement d'infirmiers ou de médecins. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur de co-animer en fait cette conférence avec le docteur Philippe Guillem, qui est vice-président de Réseau Verneuil, qui est membre d'honneur chez Spaver 22 et qui, pendant de nombreuses années, a été mon dermatologue, qui m'a multi-opéré, puisque j'ai subi plus de 300 interventions de Verneuil. Et il m'a sauvé la vie de nombreuses fois, je pense. Donc voilà, je suis très honorée aujourd'hui qu'il soit parmi nous. Le docteur Philippe Guillem, c'est un chirurgien qui est spécialisé dans la chirurgie viscérale, coloproctologique et endocrinienne. C'est un grand spécialiste aussi de la maladie de Verneuil. Et bonjour docteur Guillem, très contente de vous retrouver ici. Bonjour Vanessa, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous. Ah, docteur, excusez-moi, une petite seconde, on ne vous entend pas bien. Pas bien. C'est parfait, je vous entends très bien. Alors, attendez. Est-ce que vous m'entendez? Le maximum pour moi. Ne vous cassez pas, c'est juste qu'il faut monter le son chez vous. Moi je suis au maximum de mon côté. Vous nous entendez là? Ah, moi je vous entends très bien. Et on vous entend bien aussi. Parfait. Ah, ça y est, c'est pas. Eh bien, je disais que j'étais ravi d'être avec vous. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Ravi de partager. Alors, je vois que le haut de la salle, je vois pas de tête. Donc, je vois pas très bien l'assistance. Ah, c'est peut-être que vous pouvez pas me suivre. Ah, ben voilà, c'est mieux. Bonjour, c'est toujours mieux de voir à qui on parle et choses du monde. Donc, enchanté. J'ai vu Karine tout à l'heure, sur le côté. Donc, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, j'ai quelques questions à vous poser concernant la maladie de Verneuil. On le sait, vous opérez de nombreux patients atteints de cette pathologie. Comment on diagnostique aujourd'hui la maladie de Verneuil? Comment elle peut se diagnostiquer chez différents dermatologues ou chirurgiens? Alors, le diagnostic de la maladie de Verneuil repose en fait sur 3 critères qui sont uniquement des critères cliniques. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'autres examens que d'écouter les patients raconter leur histoire et de les examiner.
Ces 3 critères diagnostiques, premièrement, c'est une maladie chronique et récidivante, c'est-à-dire que les lésions reviennent de façon régulière, éventuellement même après traitement, que ce soit un traitement médical ou un traitement chirurgical. Donc une évolution chronique et récidivante, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est un critère topographique. La maladie du Verneuil, ça touche quoi le nez? Ça touche certains endroits en particulier au niveau de la peau et essentiellement au niveau des plis. Alors si on fait le catalogue de tous les plis de haut en bas, ça va derrière les oreilles, le cou, la nuque, sous les bras, entre les seins et sous les seins, le pli du ventre quand il y a du ventre, les plis de l'aile, l'ensemble du périnée, et puis après sous les fesses et entre les fesses. Ça, c'est les localisations principales au niveau des plis. Et puis, il peut y avoir d'autres localisations à d'autres endroits, à côté des plis. On peut en avoir au niveau du pubis, on peut en avoir au niveau des cuisses, on peut en avoir au niveau des fesses, par exemple. Donc voilà, donc le deuxième critère, c'est d'avoir des localisations compatibles avec la maladie du Verneuil. Et une localisation très habituelle, c'est sous les bras, les plis d'aile, sous les seins. C'est vraiment les 3 localisations les plus fréquentes. Localisation des fesses arrive juste derrière. Donc, deuxième critère, c'est des localisations compatibles avec la maladie du Verneuil. Et le troisième critère diagnostique, c'est l'aspect des lésions. Et donc ça, c'est un petit peu plus difficile à parler comme ça en l'air, mais globalement, ça donne des nodules inflammatoires. Donc, nodule, ça veut dire une boule toute ronde, hein, sous la peau. Inflammatoire, ça veut dire c'est douloureux, souvent même très douloureux. C'est rouge, c'est chaud. Ça évolue par poussée. Donc, ces nodules arrivent assez haut. Attends, attendez, il n'y a plus de recul. Ah, moi je vois, je l'entends. Ah, il s'est éteint tout seul. Ah, c'est mis en veille. Excusez-nous, docteur Guillet, mais je ne sais pas ce qui se passe. Il s'est relancé en fait, donc on voit bien. D'accord, c'est la porte spirale. Ça va, vous avez pas compris faire? En fait, on vous entend, mais c'est juste la projection qu'on ne voit plus à l'écran. Bah, il y a plus de... C'est un peu de... Non, c'est pas vrai, c'est ça. C'est juste que j'ai un... Attends, il va avancer. C'est comme ça. Ah oui, c'est parti. Les imprévus. Ah, ça y est, on ne trouve pas. Voilà, c'est ça. Donc, le premier critère, c'est des lésions compatibles. Et la première lésion, c'est le nodule sous-cutané inflammatoire et sous-cutané profond. C'est-à-dire qu'il n'est pas posé sur la peau, il est sous la peau et il soulève la peau. Il est en profondeur. Et ça, c'est la première lésion, ce qu'on appelle la lésion primaire de la maladie. Et les autres lésions, en fait, découlent de l'évolution de ce nodule. Ce nodule peut de grossir de plus en plus et venir s'ouvrir à la peau, comme une espèce de volcan qui s'ouvre. Donc c'est quelque chose qui est en profondeur, qui finit par émerger et s'ouvrir à la peau. Comme ça peut s'ouvrir en profondeur, sous la peau, et à ce moment-là, à partir de là, l'inflammation peut diffuser sous la peau et créer une petite galerie sous la peau. On va appeler un tunnel, qu'on va appeler une fistule, et là c'est une autre lésion tout à fait caractéristique de la maladie, qui est cette petite fistule sous la peau. En regard de cette inflammation sous la peau réagit et peut donner une cicatrice en surface, en relief, hypertrophique, fibreuse, et ça c'est une autre des caractéristiques de la maladie. Donc retenez bien ces 3 critères diagnostiques, une évolution chronique et récidivante, des localisations compatibles et des lésions compatibles, des nodules inflammatoires. Souvent les patients finalement parlent d'abcès, de furons, de choses comme ça. Si on veut être précis, c'est pas tout à fait la même chose, mais globalement des mouvements douloureuses dans les plis à répétition, des abcès à répétition dans les plis par exemple, avec ces critères diagnostiques-là assez simples, on doit penser à la maladie du Verneuil, et tous, vous maintenant là qui avez entendu, vous êtes capable de faire un diagnostic de maladie du Verneuil. Et c'est ça qui a fait assez frustrant cette maladie, c'est la facilité avec laquelle on peut faire des diagnostics, en tout cas on peut évoquer le diagnostic une fois qu'on la connaît, et le retard diagnostique très habituel des patients. Tout à fait.
Aujourd'hui, connaît-on les causes en fait de cette maladie inflammatoire? Alors, on connaît déjà des choses qui sont associées, et des choses qui sont associées et qui favorisent soit l'apparition de la maladie, soit l'apparition des poussées. Alors, il y a 30% de formes familiales, donc ça veut dire que potentiellement, il y a un fond génétique dans cette maladie, et même chez les gens qui sont avec la maladie dans la famille, peut-être que dans leur gène, il y a une combinaison de gènes, c'est bien pour ça que ça tombe que sur eux, parce que ce sont des combinaisons uniques, combinaison de gènes qui favorisent l'apparition de la maladie. Donc probablement un fond génétique pour ça. Ensuite, on a 70% de fumeurs dans la maladie de Verneuil, alors qu'en France, dans la population générale, c'est 30% de fumeurs. Donc il y a un rôle du tabac dans cette maladie. Il y a aussi des gens qui sont en surpoids par des gens obèses. C'est pas tous les patients qui sont fumeurs, c'est pas tous les patients qui sont en surpoids, qui sont obèses, mais il y a plus de proportions là-dedans. Et donc probablement que le tabac, probablement par les composants de la fumée, ou le surpoids, peut-être simplement à cause du frottement, hein, plus les plis sont profonds, plus il y a de frottement, plus la maladie va apparaître, sont des facteurs favorisants. On trouve aussi 2 à 3 femmes atteintes pour un homme, donc une prédominance féminine. Peut-être qu'il y a une influence hormonale. En fait, c'est très plausible puisqu'il y a un tiers des femmes qui dit que les poussées suivent le cycle menstruel. Il y a 2 tiers des femmes qui se disent améliorées après la ménopause, par exemple. Il y a un tiers des femmes qui ont une grossesse, qui ont dit que la grossesse a modifié le cours de la maladie, donc probablement une influence hormonale. Et je parlais du rôle du frottement, vous avez peut-être rendre compte, hein, si on est au niveau des plis, il peut tout à fait y avoir une histoire au niveau du frottement, tout simplement, à l'origine de cette maladie. En fait, on parle d'une maladie de la peau, mais c'est vraiment en fait une maladie du poil, en fait, du follicule pileux. Alors le follicule pileux, c'est le poil, la gaine qui est autour du poil, et puis certaines glandes qui se jettent dans la gaine du poil. Et tout ce follicule pileux est normalement colonisé par les bactéries qui sont au niveau de la peau. On a tous des bactéries sur la peau, et ces bactéries colonisent les follicules pileux, rentrent dans la gaine des poils, et colonisent les glandes qui se jettent dans la gaine des poils. En fait, le mécanisme principal de la maladie de Verneuil, on pense que c'est une mauvaise interaction entre les bactéries de la peau, au niveau des follicules pileux en particulier, et le système immunitaire. En pratique, chez les patients, les bactéries sont là comme chez tout le monde, elles ne sont pas en train de proliférer, et ça c'est vraiment quelque chose d'important à dire, c'est que la maladie de Verneuil, ce n'est pas une infection, il n'y a pas une prolifération des bactéries, donc ça veut dire aussi que ce n'est pas une maladie du tout contagieuse, que ce n'est pas non plus une maladie liée à un problème d'hygiène corporelle ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir avec ça. On peut se laver 10 fois par jour à la bétadine, dans la maladie de Verneuil, c'est pas ça qui va changer les choses. Donc ce n'est pas une maladie infectieuse, il n'y a pas une prolifération des bactéries, et pourtant, le système immunitaire détecte ces bactéries comme des intruses et déclenche une réaction inflammatoire inappropriée. Donc c'est probablement ça le mécanisme de cette maladie, une mauvaise réponse inappropriée du système immunitaire, une réponse inflammatoire à la présence normale de bactéries. Voilà, ça c'est cette interaction-là. On parle de, j'ai envie de dire parce que de temps en temps ça sort quand on parle de cette maladie, et on parle de dysbiose par opposition à une symbiose entre les bactéries et le système immunitaire. Voilà le mécanisme principal. Alors on ne sait pas exactement pourquoi, est-ce que c'est parce que les bactéries peut-être ne sont pas tout à fait normales, ou est-ce que c'est parce que le système immunitaire ne fonctionne pas comme il faut? Probablement il fonctionne trop, en fait c'est pas un déficit immunitaire, il fonctionne un petit peu trop. Et voilà, on se pense à ce mécanisme-là, et c'est pour ça que comme l'inflammation se met en route toute seule, on parle plutôt de maladie auto-inflammatoire. Alors c'est pas tout à fait une maladie auto-immune, ça ne veut pas dire la même chose. C'est pas auto-immun parce qu'en fait on n'a jamais mis en évidence d'auto-anticorps, c'est-à-dire d'anticorps qu'on produit soi-même contre par exemple les cellules de la peau ou les poils, etc. Donc on n'a pas une maladie auto-immune à proprement parler, on a une maladie auto-inflammatoire. Ceci dit, maladie auto-immune, maladie auto-inflammatoire, on est quand même dans la même grande classe de maladies. Les comorbidités jouent-elles un rôle dans la maladie de Verneuil et accentuent-elles son évolution? Nous savons par exemple que la maladie de Verneuil est multipliée par 11 lorsque elle est avec une spondylarthrite ankylosante qui est une maladie auto-immune.
Il s'agit d'ailleurs d'une étude qui a été menée par le CHU de Reims qui montre qu'il existerait un lien fort entre maladie de Verneuil et spondylarthrite. D'ailleurs, ces données doivent inciter, j'espère qu'elles inciteront en tout cas les praticiens à chercher les symptômes articulaires en cas de diagnostic de maladie. Voilà. Est-ce qu'il y a C'est très important effectivement de parler des comorbidités. En fait, il y en a de multiples. Alors c'est bien maintenant grâce au Covid, tout le monde sait ce que ça veut dire comorbidité, hein, c'est juste le fait qu'il y a des associations entre les maladies. Alors, vous avez parlé, je ne sais pas très bien, dans lequel il fait référence, où il y a 11 fois plus de maladies de Verneuil, c'est une question de fréquence en fait, tout simplement. Hein, en fait, on sait par exemple que pour la spondylarthrite anchylosante, il y a 3 à 6% des patients qui ont la maladie de Verneuil qui ont également une spondylarthrite ankylosante. Il y a à l'inverse à peu près la même proportion de patients qui ont une spondylarthrite ankylosante et qui ont une maladie de Verneuil. Donc il y a une association. Et 3 à 6%, c'est vrai que c'est pas beaucoup, ça veut dire que la plupart des patients n'ont pas la spondylarthrite ankylosante en plus de la maladie de Verneuil, mais 3 à 6% c'est énorme par rapport à la fréquence habituelle de la spondylarthrite ankylosante dans la population générale. Donc c'est pas un hasard s'il y a spondylarthrite et maladie de Verneuil. Donc il y a des mécanismes en commun, c'est bien pour ça que je parlais tout à l'heure, mécanismes en commun entre maladie auto-inflammatoire et auto-immune. En pratique, la spondylarthrite ankylosante n'est pas la seule comorbidité inflammatoire qu'on peut voir avec la maladie de Verneuil. L'autre très classique comorbidité inflammatoire, c'est la maladie de Crohn, qui est une inflammation, cette fois-ci au niveau de l'intestin. Pour la petite histoire, dans la maladie de Crohn, qui est une maladie inflammatoire de l'intestin, on trouve aussi cette mauvaise interaction entre les bactéries et le système immunitaire. Et bien sûr, cette fois-ci, c'est les bactéries digestives. On n'a pas de bactéries dans les articulations, donc ce n'est pas tout à fait le même mécanisme pour la spondylarthrite ankylosante. Mais en tout cas, il y a ces comorbidités inflammatoires. Et bien sûr, effectivement, qu'il y a des recommandations très très claires pour que quelqu'un qui a une maladie de Verneuil, on doit l'interroger sur le fait qu'il a ou pas des douleurs articulaires et des douleurs digestives ou des diarrhées, des choses comme ça. Donc ça doit faire partie systématiquement. Et à partir du moment où quelqu'un qui a une maladie de Verneuil dit qu'il a des douleurs articulaires, bien sûr, on essaie de les définir, hein, c'est pas j'ai mal parce que je me suis une entorse, des choses comme ça, bien évidemment, on tient compte de tous ces facteurs, mais à partir du moment où on pense que les atteintes et les douleurs articulaires sont d'origine inflammatoire, la recommandation est de systématiquement proposer un avis rhumatologique. Et de la même façon, un avis gastro-entérologique pour les symptômes digestifs. Mais ces maladies inflammatoires associées à la maladie de Verneuil ne sont pas les seules comorbidités, en fait, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Il y en a par exemple sur le versant psychologique. Bien évidemment, le fait d'avoir une maladie chronique récidivante, d'évolution imprévisible qui fait mal, qui donne des abcès à répétition, il peut bien sûr y avoir une comorbidité psychologique à type de dépression par exemple. Donc ça c'est bien connu. Mais il y a d'autres choses qui sont associées à la maladie de Verneuil. Il y a toutes les pathologies qui concernent le métabolisme en général. On a plus de gens qui ont du diabète, on a plus de gens qui ont une hypertension artérielle, plus de gens qui ont des problèmes de cholestérol, éventuellement ces trois troubles métaboliques associés. Et donc, dans le bilan de quelqu'un qui a une maladie de Verneuil, on ne va pas seulement regarder demander s'il y a des problèmes articulaires et digestifs, mais aussi on va regarder s'il y a du diabète, de l'hypertension, du cholestérol, etc. Et puis il y a plein d'autres en fait comorbidités associées. Il y a des comorbidités cutanées, c'est-à-dire qu'il y a des pathologies cutanées associées à la maladie de Verneuil. Le plus classique, c'est d'avoir des kystes sous la peau, ce qu'on appelle les kystes sébacées. C'est des kystes inflammatoires qui se développent un petit peu partout sur le corps, c'est pas seulement dans les sites habituels de la maladie de Verneuil. Il y a aussi le kyste pilotidal symboroxygien, qui est le kyste qui est en haut de l'arrêt des fesses. Là aussi, c'est très fréquent, jusqu'à 20% des patients qui ont la maladie de Verneuil. Donc, vous voyez, il n'y a pas que du tout les comorbidités inflammatoires. Et puis enfin, il y a le psoriasis qui est là aussi une comorbidité inflammatoire, qui est une maladie cutanées qui peut s'associer à la maladie de Verneuil. Donc plein de comorbidités. Et ce qui est vraiment important, c'est que si vous avez repéré 70% de tabac, comorbidité d'hypertension, de diabète, le surpoids, le cholestérol,
Tout ça, ce sont des éléments qui, en soi, peuvent favoriser le risque cardiovasculaire. Et donc, dans la maladie Verneuil, il y a aussi une comorbidité globalement cardiovasculaire, avec aussi le risque d'atteinte des vaisseaux artériels au niveau du cœur, et donc ça peut donner des problèmes d'infarctus du myocarde, des vaisseaux du cerveau, ça peut donner des accidents vasculaires cérébraux, etc. Donc ça, c'est vraiment important d'envisager cette maladie Verneuil comme vraiment une maladie diffuse, en fait. Une maladie de la peau, avec plein de retentissements plus. Aujourd'hui, quelles sont les meilleures options de traitement en fait pour la maladie de Verneuil? Alors, on n'a pas 36 solutions en fait. Il faut se rappeler ce que j'ai dit sur le mécanisme de cette maladie, avec cette mauvaise interaction entre les bactéries qui sont présentes au niveau de la peau et le système immunitaire. En termes de médicaments, ça nous donne deux options, deux cibles thérapeutiques potentielles. Première chose, on peut taper sur les bactéries pour qu'elles arrêtent de stimuler le système immunitaire, ou alors on peut taper sur le système immunitaire pour qu'il arrête de s'activer à chaque fois qu'il y a des bactéries. Donc ça nous fait deux classes thérapeutiques. Les médicaments qui vont taper sur les bactéries, c'est bien sûr les antibiotiques. Et les médicaments qui vont taper sur le système immunitaire, on va appeler ça des traitements immunomodulateurs, on parle aussi de biothérapie. Et ceux qui ont la spondylarthrite ankylosante savent que les biothérapies, ça fait aussi partie des alternatives thérapeutiques possibles de la spondylarthrite ankylosante. Donc c'est intéressant, quelqu'un qui a à la fois la spondylarthrite ankylosante et la maladie de Verneuil, on va peut-être plutôt d'emblée penser à ce type de traitement. En fait, les antibiotiques, ça reste le traitement de première intention dans la maladie de Verneuil, parce que, évidemment, taper sur le système immunitaire pour qu'il arrête de s'activer quand il y a des bactéries, c'est pas anodin. On prend des risques de diminuer les défenses immunitaires. Donc, c'est des médicaments qu'on peut donner, qu'on doit donner même dans certaines situations, mais on va les mettre en deuxième intention. En première intention, on va partir sur les antibiotiques. Et en fait, il y a deux façons de donner les antibiotiques. La première façon de donner les antibiotiques, c'est en cure courte. Il y a une poussée, on met l'antibiotique pour calmer la poussée. Il faut juste se rappeler d'une chose importante, c'est qu'on ne traite pas une infection, on traite la capacité des bactéries à induire le système immunitaire. Et donc si on attend que l'inflammation soit tout à haut pour mettre l'antibiotique, en fait c'est presque déjà trop tard. Ce sera d'autant plus efficace qu'on a commencé le tout. Et donc la bonne stratégie pour quelqu'un qui a une poussée de temps en temps, c'est de lui donner l'ordonnance anticipative. Il a l'ordonnance, il va à la pharmacie, il va récupérer le médicament, même s'il n'y a pas de poussée, comme ça, si ça commence, il peut mettre en place le traitement. C'est une ordonnance qui permet de renforcer l'autonomie du patient. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que très souvent, en fait, les patients savent qu'il y a une poussée qui va arriver. Ça commence parce que j'ai la douleur, mais j'ai pas encore la boue, ou j'ai la boue, mais j'ai pas encore la douleur, ou ça gratte. Mais en tout cas, ils savent, et s'ils se disent, voilà, c'est sûr, demain je vais avoir droit à une confusion, et bien s'ils sont sûrs, ils peuvent se faire confiance et commencer la veille. On n'attend pas le lendemain, on commence tout de suite le traitement. Ça, c'est la première façon de donner l'antibiotique. La deuxième façon de donner l'antibiotique, c'est quand les poussées sont trop fréquentes. S'il y a une poussée tous les 15 jours, bien sûr j'exagère, mais s'il y a une poussée tous les 15 jours, on ne va pas commencer l'antibiotique, l'arrêter, recommencer, l'arrêter, etc. Le plus logique à ce moment-là, c'est de prendre l'antibiotique en continu. Alors d'ailleurs, pour la petite histoire, ce n'est pas les mêmes antibiotiques qu'on donne en cure courte et au long cours, mais en tout cas, on peut donner l'antibiotique au long cours et on part sur au moins 3 mois de traitement, voire plus. Alors ça fait un peu bizarre de prendre des antibiotiques pendant 3 mois ou 6 mois, mais l'idée justement, c'est de prendre l'antibiotique pour qu'il arrête, qu'il empêche, les poussées d'arriver. Et là, on est plutôt en prévention de l'apparition des poussées. Bien évidemment, ce traitement au long cours n'a pas d'intérêt chez les gens qui font une poussée tous les 3-4 mois. Ça ne vaut pas le coup de s'embêter avec un traitement qui compte. Et par contre, si vous faites une poussée tous les 15 jours ou tous les mois, là, ça vaut le coup de mettre en place ce traitement. Ça, c'est pour les traitements antibiotiques. Donc, cure courte et au long cours. Les biothérapies, pour essayer de contrôler le système immunitaire, c'est forcément un traitement long cours. Ça n'existe pas en cure courte, c'est forcément sur le long cours. Et là, on essaie de diminuer la capacité du système immunitaire à réagir à chaque fois qu'il va le bactéries. Deux types de traitements. Globalement, ces traitements médicamenteux ont un gros intérêt, c'est qu'ils calment l'inflammation. C'est-à-dire que globalement, ils vont essayer de calmer les lésions. Et l'autre intérêt, c'est que le comprimé que vous prenez avec l'antibiotique ou la piqûre que vous avez, parce que c'est comme ça qu'on donne les biothérapies, c'est quelque chose qui va agir partout.
Et donc l'énorme intérêt de ces médicaments, c'est qu'ils peuvent aller contrôler la maladie à plusieurs endroits, chez les gens qui ont plusieurs endroits à temps. Ça, c'est le traitement médicamenteux. Ce qu'il faut retenir aussi de ces traitements médicamenteux, c'est que, a priori, ils ne font pas disparaître complètement toutes les lésions. Dès que je vous parlais tout à l'heure des nodules inflammatoires, on peut imaginer que ces lésions-là, sous traitement médicamenteux, on arrive à les faire disparaître. Par contre, à partir du moment où il y a une cicatrice sous la peau, là on peut difficilement imaginer que ces médicaments vont réussir à cicatriser complètement la cicatrice sous la peau. Et à ce moment-là, on peut réfléchir à un autre volet thérapeutique dans la maladie d'Hernani, qui est la chirurgie. Je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait deux types d'antibiothérapie. Et bien il y a aussi deux types de chirurgie. Et pareil pour l'urgence ou pas pour l'urgence. Pour l'urgence, c'est le nodule super douloureux, super inflammatoire, très mal placé, qui ne s'ouvre pas tout seul, ou que le patient ou la patiente n'arrive pas à percer, voilà, je ne sais pas que je vais le faire, mais pour le cas quand on en peut plus, bah, effectivement on essaie d'éviter ça. À ce moment-là, ça peut être intéressant tout simplement d'ouvrir la lésion. Ça fait mal parce que c'est en pression, on ouvre la lésion pour que la pression s'évacue et que ça fasse pas mal. C'est la chirurgie d'urgence, on parle d'une incision, on parle encore d'une mise à plat. Je donne les termes parce qu'ils sont importants, simplement pour se rendre compte que ce type de traitement n'a qu'un seul but, c'est de soulager la douleur. Le but, c'est d'ouvrir pour vider la pression, pour que ça fasse moins mal. Mais évidemment, c'est pas parce que j'ai ouvert une lésion qu'elle disparaît. La lésion est toujours là. Donc ce type de traitement n'a d'intérêt que pour soulager la douleur. Ça ne traite pas la lésion et ça ne traite pas encore moins la maladie. Donc ça c'est vraiment important parce que j'entends parfois ouais, je me suis fait inciser 5 fois, ça revient tout le temps, la chirurgie ça sert à rien. Ben, le but de la chirurgie là c'est simplement de soulager la douleur, pas de se débarrasser de la lésion. Donc que la lésion revienne et attendue en fait après ce type de chirurgie. Chirurgie d'urgence, soulager la douleur, c'est une sorte de chirurgie palliative. À côté de ça, l'autre type de chirurgie, c'est la chirurgie à visée curative, avec cette fois-ci l'objectif de se débarrasser complètement de la lésion. L'objectif est que, à cet endroit-là, la maladie ne revienne plus jamais. C'est un objectif ambitieux. Et pour remplir cet objectif ambitieux, ben, la chirurgie est assez contraignante, parce que le principe à ce moment-là, c'est pas d'ouvrir la lésion, c'est je passe tout autour de la lésion, en dessous, autour, et j'enlève complètement la lésion. Donc je fais un trou. J'enlève la peau, la glace sous la peau qui contient la lésion. On enlève ça, et il faut vraiment tout enlever. Le premier principe de cette chirurgie, c'est que si j'enlève la lésion et que je laisse un petit bout de tunnel sous la peau, ça va revenir. J'ai pas fait mieux que d'ouvrir en fait, c'est exactement pareil. Si je veux être curatif, il faut que j'enlève la totalité de la lésion. Et de temps en temps, ça fait des gros trous. Donc c'est évidemment quelque chose qu'il faut bien réfléchir avant. Et le deuxième principe de la chirurgie, c'est qu'on ne referme pas. On va attendre que ça cicatrise tout seul. Cette chirurgie curative est bien contraignante, surtout pour ça. Parce qu'en fait, on va se retrouver avec des trous, hein, je l'ai dit tout à l'heure, et on va attendre que ce trou se cicatrise tout seul. Et en fait, notre organisme a cette capacité à refaire du tissu pour que ça se comble progressivement de la profondeur de la surface. Et pourquoi est-ce qu'on ne referme pas? Parce qu'en fait, si on referme, on a un risque d'enfermer des bactéries à l'intérieur. Or, on a dit tout à l'heure, les bactéries, c'est ça qui peut induire l'inflammation. Donc, s'il y a des bactéries à l'intérieur et qu'on ferme tout ça, et bien éventuellement, on crée une condition de la récidive. Donc, la technique qui, a priori, donne le plus de garantie que ça ne revienne pas à l'endroit opéré, et c'est ça l'objectif de cette chirurgie, c'est a priori laisser cicatriser tout ça. Vous imaginez bien, ça prend du temps. Ça prend 1 mois, 2 mois, en moyenne 2 mois en fait pour obtenir une cicatrisation. Et on a des pansements tous les jours avec un infirmier ou une infirmière qui vient à la maison et qui fait les pansements jusqu'à ce que ça se comble progressivement de la profondeur de la surface. Puis après que la peau vienne recouvrir le tissu qui vient de se faire. Évidemment, le temps de cicatrisation dépend des capacités de cicatrisation de chacun, mais ça dépend aussi de la taille du trou. Et c'est vrai que le temps du trou est très très important. Des fois, on ne peut pas attendre 3 mois, 4 mois, 6 mois. Des fois, on n'a pas le choix. Mais des fois, on peut essayer de faire autrement. Et c'est pour ça qu'on peut développer d'autres techniques de fermeture où on vient couvrir la perte de peau par une graisse de peau ou par un lambeau, c'est-à-dire qu'on prend la peau sur le côté et on vient mettre dessus la lésion. Donc voilà, dans les techniques chirurgicales,
Le principe, c'est d'enlever la totalité de la lésion. A priori, on attend que ça cicatrise tout seul. Et puis, on peut discuter de faire d'autres choses, de faire des greffes ou des lambeaux, en sachant qu'a priori, on prend un petit risque supplémentaire, puisqu'on ferme la peau par ces moyens-là et qu'on augmente le risque de risque. Dans le cas d'une spondylarthrite... Oui, pardon. Allez-y. Ouais, ça, c'est les traitements principaux. Donc, vous en avez trois, en fait, hein, les antibiotiques, les biothérapies et la chirurgie. Et comment est-ce qu'on choisit entre ces trois traitements? Ça dépend vraiment, en fait, de la maladie. Quelqu'un qui a une poussée de temps en temps, on va plutôt partir sur l'ordonnance antibiotique dont je parlais tout à l'heure. Quelqu'un qui fait une poussée régulière, en fait, on va lui demander est-ce que c'est toujours les mêmes endroits ou est-ce que c'est à chaque fois des endroits différents? Si une fois c'est sur le bras droit, à gauche, sur le pied, derrière sur les fesses, et ça change tout le temps, on va plutôt partir sur un traitement médicamenteux. Parce que le traitement médicamenteux, il va agir à tous les endroits en même temps. Par contre, si c'est toujours le même endroit qui m'embête, tous les 15 jours, c'est sous le bras que ça m'arrive, à ce moment-là, c'est beaucoup plus logique d'aller vers la chirurgie. Voilà, ça c'est très grossier. Et puis là, j'ai fait comme si on faisait ça ou ça ou ça. Mais bien évidemment, on peut combiner tout ça, c'est-à-dire qu'on peut mettre un traitement de fond pour essayer de calmer le jeu et mieux cibler une chirurgie sur la lésion qui reste malgré le traitement de fond. Voilà, pour les principes généraux. Dans le cas d'une spondylarthrite, on a souvent tendance à prendre des anti-inflammatoires qui sont évidemment plutôt à proscrire dans le cas d'une maladie de Verneuil. Donc aujourd'hui, comment on peut faire pour les gens qui sont multipathologies, en tout cas qui ont ces deux pathologies-là? Quelle est la bonne équation en fait pour ne pas aggraver la situation avec Verneuil tout en améliorant un minimum la spondie? Alors c'est vrai qu'il faut faire attention aux anti-inflammatoires dans la maladie. Alors c'est une notion qui nous vient, qui est surtout française en fait, et qui nous vient des équipes parisiennes, l'hôpital Mondol, l'Institut Pasteur, avec l'idée que le fait de prendre un anti-inflammatoire est intéressant sur le coup pour une lésion par exemple de maladie de Verneuil, mais qu'en fait ça perturbe le système immunitaire et ça favorise l'éclosion de nouvelles poussées. Donc c'est sur la base de ça que certaines équipes contre-indiquent véritablement les anti-inflammatoires. Alors notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est le Sturgam, c'est l'ibuprofène, c'est le kétoprophène, donc l'ibuprofène, etc. La pile, donc certaines équipes contre-indiquent absolument ces traitements. En pratique, on se rend compte que il y a certains patients qui sont effectivement aggravés par la prise d'anti-inflammatoires. Et là, il faut vraiment éviter les anti-inflammatoires pour la maladie de Verneuil dans cette situation. Mais ce n'est pas tous les patients. Et donc, il y a des patients qui ont la maladie de Verneuil, qui prennent des anti-inflammatoires pour traiter la maladie de Verneuil, pour traiter l'entorse, pour traiter la migraine ou la règle douloureuse, et qui ne voient aucun lien entre la prise d'anti-inflammatoires et la maladie de Verneuil. À ce moment-là, il n'y a pas de raison que ces gens-là qui ont l'expérience qu'il n'y a pas d'intervention avec l'anti-inflammatoire, il n'y a pas de raison de les en priver. Donc on va les avertir, on va dire attention, soyez vigilants, si vous avez des poussées de Verneuil parce que vous prenez l'anti-inflammatoire, il faut mieux éviter l'anti-inflammatoire. Donc première chose, quand on a une spondylarthrite anchylosante et qu'on va prendre l'anti-inflammatoire alors qu'on a une maladie de Verneuil, c'est quelle est sa propre expérience de la maladie de Verneuil. Et faites-vous confiance, vous savez, en fait, c'est comme ça. Si l'anti-inflammatoire vous a entraîné une poussée de Verneuil, vous pouvez une poussée de Verneuil. S'il n'y a pas de poussée de Verneuil derrière, ok, vous pouvez prendre de façon raisonnable une anti-inflammatoire. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que quand on a et Verneuil et spondylarthrite anchylosante et qu'on est sur des mécanismes inflammatoires un petit peu plus difficiles que simplement la peau ou l'articulation, la recommandation est plutôt clairement d'aller vers ces médicaments immunomodulateurs qui en fait ont une action anti-inflammatoire particulière, mais ce sont bien les anti-inflammatoires de référence à prendre dans cette situation. Est-ce qu'il y aurait éventuellement une question dans le public? Est-ce que la maladie de Verneuil Est-ce que la maladie de Verneuil peut apparaître bien longtemps, enfin des années après, la spondylarthrite anchylosante? Alors, de façon générale, dans toutes les comorbidités avec la maladie de Verneuil, il n'y a pas forcément de chronologie systématique.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent commencer par Verneuil et voir après apparaître une comorbidité comme la spondylarthrite, ou à l'inverse, la spondylarthrite arrive en premier et le Verneuil après. Donc il n'y a pas de lien. Le plus souvent, la maladie de Verneuil arrive après la puberté, on va dire entre la puberté et 25-30 ans. Voilà. Je suis moins à l'aise pour vous dire quand commence la spondylarthrite ans, ça fait répondre au rhumato. Mais voilà, donc ça vous donne une idée à peu près. Moi j'ai la moitié de mes patients qui ont commencé la maladie de Verneuil avant 20 ans. Donc ça commence plutôt assez jeune en fait, puisqu'on a parlé d'une influence hormonale, c'est aussi pour ça que je parle de la puberté. Voilà, le poil, vous savez très bien que c'est pas le même avant et après la puberté, ça favorise. Après on a des démarrages de la maladie de Verneuil qui peuvent être très tard. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des femmes qui disaient qui voyaient une amélioration de la maladie de Verneuil après la ménopause. En fait, j'ai aussi des patientes qui ont démarré la maladie de Verneuil après 50 ans. Donc tout est possible en fait dans cette maladie. Le plus souvent, ça démarre plutôt jeune. Voilà, mais je pense que la spondylarthrite aussi commence plutôt jeune. Voilà, il n'y a pas de règle en fait entre je commence ou je commence pas. Y aurait-il d'autres questions? Bonsoir. On se posait la question de l'impact des perturbateurs endocriniens sur éventuellement l'apparition de la maladie, parce que vous évoquiez le fait que les patientes déclarent cette maladie assez jeune. Enfin, c'est une possibilité. Donc il y a peut-être effectivement un lien avec le développement, en tout cas le déclenchement des hormones et des règles, etc. Donc on sait que les perturbateurs endocriniens ont un rôle par rapport à l'apparition des règles de plus en plus tôt. Est-ce que ça peut jouer aussi un rôle dans le développement de cette maladie? Alors c'est une excellente question effectivement parce que on oublie toujours déjà que la peau c'est l'interface avec l'extérieur, hein. C'est donc directement en contact avec l'environnement, que ce soit les habits ou l'air ambiant. Et les perturbateurs endocriniens, il y en a dans l'air ambiant. Et la deuxième raison pour penser que c'est une bonne question, c'est que effectivement l'influence hormonale est clairement démontrée dans la maladie de Verneuil et que effectivement les perturbateurs endocriniens font ça. Alors, vous parliez de la puberté, c'est vrai. On a l'impression qu'il y a un lien entre l'âge de début de la maladie et l'âge des premières règles chez les femmes. Donc ça veut bien dire que c'est une influence hormonale. Et si effectivement les perturbateurs endocriniens, ce qui semble bien être le cas, l'âge des premières règles, hein, maintenant par rapport à il y a 20 ans, les premières règles arrivent en moyenne plus tôt qu'il y a 20 ans, et bien à ce moment-là, les perturbateurs endocriniens pourraient jouer un rôle. Maintenant, il n'y a aucune étude sur les perturbateurs endocriniens dans la maladie de Verneuil. Donc ça n'existe pas. Et on est très gêné par rapport à cette influence hormonale parce que chez les femmes qui ont la maladie de Verneuil, on ne retrouve pas de différence dans le taux d'hormones dans le sang par rapport à des femmes qui n'ont pas la maladie de Verneuil. Et même chez les femmes qui disent qu'il y a une influence hormonale sous la forme de les pousser suivre le cycle menstruel, on ne retrouve pas de différence dans les taux d'hormones dans le sang. Donc c'est certainement un petit peu difficile. C'est pour ça que c'est difficile à évaluer, l'influence hormonale et deux, l'influence des perturbateurs endocriniens sur la maladie de Verneuil. Mais je suis persuadé comme vous qu'il y a un lien entre les deux. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Dr Guilhem. S'il y a d'autres questions, quand on arrive un peu au bout, là, on ne pourra pas revenir, comme ça, vous aurez éventuellement des réponses. Malheureusement, ça fait vite. C'est vite, hein, c'est rapide et malheureusement il ne reste plus longtemps. Donc en tout cas, merci beaucoup, merci d'être venu, merci d'avoir pris votre temps. Et à très bientôt de toute façon. À très bientôt. Et en tout cas, merci beaucoup et très bonne fin de journée à vous. Bonne soirée.